Un monde sans rien, un monde sans tout, un monde sans beauté, sans nature, sans rêve, sans vie, sans nous, vide. Pour Lamine, Amadou et Amadou Tidiane. Notre terre. Avant les bombes, les enfants ont joué. Avant les machettes, les hommes ont parlé du sport. Avant les viols, les femmes ont dansé. Notre paradis vide, nos maisons en feu, ténèbres descendant, mal ascendant, innocence perdue. Les oiseaux chanteront-ils encore? Pour la région Bourgogne-Franche-Comté, ce sont plusieurs milliers de personnes, salariées et bénévoles qui œuvrent dans cette association. La Croix-Rouge française est une et indivisible. C'est qu'à la fin, en fin de compte, on a un président qui est le président national, qui est le professeur Jean-Jacques Eledjam. Comme il ne peut pas être partout, évidemment, en France, il délègue dans chacune des régions de France, dans les 12 régions de France, il délègue un président délégué. Et donc je suis président délégué, c'est-à-dire que je représente à la fois le président et son conseil d'administration, et je fais appliquer les directives qui sont données, les décisions qui sont données par le national. Inversement, je dois être près du terrain, c'est-à-dire de tous nos bénévoles et de nos salariés qui travaillent sur le terrain, pour faire remonter quand ils ont des projets, des innovations, des idées nouvelles, qui veulent faire des remarques sur l'organisation. Je suis chargé de faire remonter toutes ces observations auprès du siège, auprès du président national. Pendant l'hiver, quand il neige, les oiseaux tremblent de froid. Les plus forts aident les plus faibles. Quand ils se sentent menacés, ils décident d'émigrer. Au bout de quelques jours de vol, ils arrivent dans un lieu plus favorable, où enfin ils trouvent leur voie perdue. Nos sourires fleuriront ici. Vous savez que le monde change, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, le monde change dans tous les domaines, et donc la Croix-Rouge doit s'adapter de façon à pouvoir faire face au mieux aux besoins qui sont ceux de la population, ceux de la population française, et puis ceux des personnes, de toutes les personnes qui sont en difficulté dans le monde. Donc on a un travail important toujours de se remettre en question, de répondre aux nouveaux problèmes qui surgissent. Tombé à terre, il était le dernier feuillage. Les vents jouent avec lui. Les oiseaux quittent le village. Dans la forêt, pas de chansons. Nous avons à la Croix-Rouge énormément d'activités différentes, puisqu'on s'occupe des personnes en difficulté, qui ont des difficultés physiques, qui sont accidentées, c'est le secourisme. On s'occupe des personnes qui sont en difficulté sociale, c'est-à-dire qui ne mangent pas à leur faim, qui n'ont pas de quoi s'habiller, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de revenus. Le CICR, Centre international de la Croix-Rouge, est basé à Genève. Il s'occupe de la gestion des conflits armés à travers le monde. Ensuite, à Genève, on a également une autre structure qui est la Fédération internationale des Croix-Rouges et Croissants-Rouges. Cette fédération regroupe les 190 pays dont je vous parlais, les 190 Croix-Rouges dont je vous parlais, et s'occupe plus particulièrement des problèmes de développement dans les pays en difficulté, et puis également de l'organisation des secours, disons, suite à des catastrophes. La Croix-Rouge est fondée sur 7 principes de valeurs: l'humanité, l'impartialité, la neutralité, l'indépendance, le volontariat, l'unité, l'universalité. Les conventions de Genève sont des traités internationaux fondamentaux dans le domaine du droit humanitaire. Elles dictent les règles de conduite à adopter en période de conflit armé, et notamment la protection des civils, des membres de l'aide humanitaire, des blessés ou encore des prisonniers de guerre. La première convention de Genève date de 1864.
Il y a beaucoup de personnes qui arrivent, beaucoup de jeunes qui arrivent. Ça sera peut-être la richesse de la France demain, d'ailleurs, hein, parce que c'est des gens qui... vous savez, des immigrations, on en a connu. Hein. L'immigration, c'est aussi une richesse pour un pays. On n'a pas à se refermer sur soi. On n'a pas à chasser ceux qui viennent. C'est ça qu'il faut faire comprendre aux gens. Hein, parce que souvent, c'est une richesse. Nous, ce qu'on souhaite, si vous voulez, c'est quand même accueillir les gens en respectant leur dignité. On ne peut pas accueillir les gens en les mettant dans des lieux absolument innommables, où ils survivent, comme on peut le voir à Paris, ou dans des squats, etc. Heureux est le grand arbre au feuillage épais, dans son corps vivent 1000 oiseaux chanteurs, troublés dans leurs amours, alors que la terre se dépouille et perd ses sanctuaires. Un monde sans fleurs, un visage sans sourire, sont comme des livres vides. Sur Dijon, vous avez à la fois une unité locale Croix-Rouge, hein, qui elle s'occupe du SAMU social, qui a une vestiboutique, etc. Et puis vous avez également ici un centre provisoire d'hébergement, hein, qui assure l'accueil des réfugiés statutaires, c'est-à-dire ceux qui ont un statut. Le statut des réfugiés est reconnu en application de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, qui stipule que le terme s'applique à toute personne craignant, avec raison, d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Alors, les personnes qui sont hébergées chez nous, ce sont des personnes qui ont obtenu une protection internationale, soit le statut de réfugié politique ou le statut de protection subsidiaire. Au CPH, il y a 66 personnes accompagnées, 45 vivant dans les appartements de Quetigny. Il y a encore 5 appartements à Dijon pour accueillir des familles. Au niveau des jeunes, alors on accueille au CPH des familles, des personnes isolées et des familles monoparentales, donc des mamans avec des enfants en bas âge souvent. On n'a pas de jeunes, par contre, mineurs isolés. Souvent, quand on dit on est un foyer, on imagine que toutes les personnes, entre guillemets, vivent ensemble, avec les travailleurs sociaux ou l'équipe qui va manger ensemble, qui va être présent soirée sur des veillées, des choses comme ça. C'est pas du tout le cas. Les personnes ici, elles ont des petits studios, des petites chambres attenantes au bureau. Elles sont totalement libres de venir, d'aller. Elles ont des clés. C'est un petit peu comme des petits appartements dans lesquels chaque personne est autonome, avec un petit coin cuisine, avec une salle de bain. Les travailleurs du CPH ont la possibilité, tout au long de leur carrière, de se former. Une des premières formations que l'on fait quand on est ici, c'est une formation souvent sur les traumatismes liés à l'exil, sur tout ce qui concerne le deuil, la reconstruction, les violences vécues par les personnes, les familles, les enfants. Par exemple, la dernière formation qui a été faite, c'est sur la géopolitique de la Syrie, puisqu'on accueille aussi de plus en plus de Syriens aussi sur le département de la Côte d'Or. Et il était important pour les travailleurs sociaux de comprendre ce qui se passait dans le pays pour ensuite mieux accompagner les réfugiés syriens. À mes très chers amis, comme tous les exilés
Quand je suis venue, c'était très difficile. Arriver dans un pays que je ne connaissais pas, rencontrer d'autres gens et surtout apprendre une langue étrangère. C'était très dur, même si ma famille était proche de moi. Merci parce que c'est vous qui m'avez aidé quand je ne comprenais pas et ne parlais pas. J'ai découvert qu'il était possible de me dépasser, de réussir et de me adapter à une nouvelle vie. Un parcours difficile, inimaginable quand on ne l'a pas vécu. Ces transformations, ces passages, nous les faisons en progressant chaque jour, sans nous décourager, avec soutien et en devenant plus forts. J'ai compris que l'impossible était possible, en persévérant et en renforçant chaque jour davantage notre volonté d'obtenir ce que nous voulons. Je n'ai pas de sœur et je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'en avoir. Les liens du sang sont sans importance. Je peux dire que vous êtes mes sœurs. Merci encore et des milliers de fois parce que vous êtes entrées dans ma vie quand j'avais besoin de quelqu'un. Vous êtes les plus importantes pour moi et vous êtes ce mot qui signifie ami. Alors, il y a de plus en plus de demandes d'asile, donc de plus en plus de personnes qui arrivent sur le territoire français qui font une demande d'asile. Par contre, l'obtention du statut de réfugié se fait de plus en plus rare, j'ai envie de dire. Il y a toujours à peu près, on va dire, 30% de réponses positives par rapport à une personne qui sollicite l'asile. Au niveau du CPH, souvent les personnes pensent qu'on existe depuis pas très longtemps, parce que ça fait pas très longtemps qu'on entend parler de personnes réfugiées. Le CPH, il existe depuis 1976, et depuis 1976, le CPH, il est complet. Ils ont froid, faim et soif. Leur vie est en danger. Ils ont peur, ils ne peuvent pas rentrer à la maison. Personne ne les aide. Ils sont très fatigués, épuisés. L'orientation au CPH, c'est pour permettre à ces personnes ou ces familles de pouvoir, durant 9 mois, avoir un accompagnement spécifique pour permettre de poser un petit peu toutes les bases d'une autonomie suffisante en France, pour permettre à la personne d'être sereine une fois qu'un appartement arrive. Donc il y a des axes de travail assez variés. Le premier axe de travail, ça va être tout ce qui est régularisation administrative, c'est-à-dire permettre à la personne d'obtenir un titre de séjour. On va travailler tout ce qui concerne la linguistique, c'est-à-dire que les personnes qui arrivent au CPH, souvent le frein principal, c'est qu'elles ne parlent pas le français. Parce que, comment dire, je ne peux pas apprendre à lire d'une manière traditionnelle, mais c'est par imprégnation, par reconnaissance visuelle. Il va y avoir l'axe de la santé qui est de plus en plus important et de plus en plus travaillé au CPH. Les personnes qui arrivent, enfants, adultes, hommes, femmes, sont des personnes souvent abîmées, qui n'ont pas pu avoir quelquefois dans leur pays de soins, qui ont été aussi abîmées dans l'exil. L'accès à l'emploi. Ça, c'est une demande très très importante. Souvent, les personnes, quand elles arrivent au CPH, elles veulent un travail pour retrouver une place dans la société, pour pouvoir avoir des ressources, pour pouvoir se sentir utile. Un matin, chérie Agnès, merci beaucoup pour votre aide. Puisse Dieu vous protéger et vous rendre heureuse. Nous vous souhaitons le bonheur et la joie. Nous sommes reconnaissants. Vous nous manquez. Chacun a un studio ou une chambre ici au CPH et les travailleurs sociaux peuvent faire des rendez-vous
aussi au bureau, mais aussi dans leur chambre, pour aussi leur montrer, leur expliquer comment on entretient son logement, comment il faut aussi pouvoir payer à la fin du mois sa facture d'électricité, sa facture d'eau. Au CPH, chaque travailleur social s'occupe d'une personne ou d'une famille de manière globale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui s'occupe de la santé, l'éducateur spécialisé qui s'occupe des enfants, l'assistante sociale qui s'occupe du budget. Voilà. On ne morcelle pas l'accompagnement parce qu'on pense que la santé est liée à la scolarité, qui est liée à l'accompagnement des enfants, qui est liée à la formation des parents. Chère Madame Touria, du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, comment allez-vous? Et le travail en Zambie? Vous nous manquiez beaucoup. On ne pourra jamais oublier comment vous avez travaillé aussi durement pour nous réunir avec notre mère. Même si on a pleuré beaucoup tous les jours, vous étiez toujours là pour nous. Il n'y a pas de mots qui pourraient suffire pour vous remercier. Merci immensement pour nous avoir pris comme vos propres enfants, alors que tous les autres nous traitaient comme des animaux. Nous n'étions pas un projet pour vous. Vous nous avez permis de voyager comme des humains. On ne pourra jamais vous oublier et seulement Dieu pourra vous remercier. J'espère que tout va bien et que vous ne vous arrêterez jamais d'aider les autres. Avec tout mon amour. Pour les cours de français dont parlait Hélène tout à l'heure, et c'est un des axes prioritaires dans l'accompagnement, on fait intervenir des bénévoles au sein du CPH plusieurs fois par semaine. Ce sont des élèves qui sont analphabètes et qui commencent à rentrer dans la lecture et dans l'écriture. Très souvent, le CPH, la journée, il est vide. Parce que, on va dire qu'un tiers des personnes sont en formation linguistique. Un tiers des personnes, à peu près, sont en emploi. Et je dirais même qu'en ce moment, début 2019, on avoisine la moitié des personnes en emploi. Malgré un niveau de français assez faible, elles parviennent, par leur motivation, par leur envie de travailler, à s'intégrer professionnellement. Lorsque un réfugié arrive au CPH, il y a forcément un entretien avec un traducteur par téléphone dans la langue maternelle de la personne pour lui expliquer le contexte. Dans la vie de tous les jours, nos meilleurs interprètes, ce sont nos mains pour mimer, pour dessiner. On se rend compte que dans le quotidien, la langue n'est pas une barrière. Partout dans le monde, le CICR et les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'efforcent de localiser les personnes dont les proches sont sans nouvelles afin de rétablir le contact entre eux. Ça, c'est un point important de la Croix-Rouge au point de vue international, puisque ça a démarré au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et ça a été un des plus gros travaux de la Croix-Rouge, d'organiser un fichier central pour retrouver la trace de tout le monde et réunir les familles. La Gazette d'Angola fournit une liste de personnes disparues lors de la guerre civile qui s'est déroulée entre 1975 et 2002. Publiée après la fin du conflit, cette liste comporte 18 000 noms. Les portraits d'enfants au mur proviennent d'une action de recherche par photo, mise en place après le génocide du Rwanda en 1994. Vu leur âge et les traumatismes subis, les enfants avaient des difficultés à fournir des renseignements sur leur identité. Des milliers d'entre eux ont alors été photographiés et référencés dans une base de données. Ensuite, des albums de ces photos ont été mis à disposition de la population. Combinée à d'autres méthodes, la recherche par photo a permis à près de 20 000 enfants de retrouver leur famille. À notre niveau, au niveau du CPH, on va pouvoir épauler des personnes qui, effectivement, auraient perdu
lors de leur exil, un frère, une sœur, une cousine, voilà, quelqu'un de leur famille. On va pouvoir mettre ces personnes en lien avec le service de la Croix-Rouge. Cher oncle Moussa, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous écrire pour vous donner de mes nouvelles. Je vis en France et plus précisément dans une ville qui s'appelle Dijon, où la population s'élève à peu près à 159 031 habitants sur une superficie de 40,41 km². Pour vous rassurer, je vais bien. En effet, je vous écris pour vous remercier de tout ce que vous avez fait pour moi. Et je ne vous oublierai jamais. Comme votre précieux conseil, mon neveu ne compte pas sur quelqu'un. Il faut toujours compter sur soi-même, quelle que soit la difficulté. J'ai le plaisir de vous avoir comme oncle, très respectueusement. Conférence mondiale de la Croix-Rouge à Cannes, France-avril 2019. Organisée à l'occasion des 100 ans de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, cette conférence est le plus grand mouvement humanitaire mondial. Elle est axée sur la santé, les changements climatiques et le nombre croissant de réfugiés. Du nord au sud, tous les pays du monde sont concernés et doivent s'adapter. Comme par exemple après le cyclone Idai, l'un des pires cyclones tropicaux qui a frappé le Mozambique, le Malawi et Madagascar. En 2018, plus de 1000 personnes ont trouvé la mort. 250 millions de personnes seront d'ici 2050 forcées de s'exiler à cause des bouleversements du climat. Il s'agit donc de sensibiliser, prévenir et préparer l'action collective pour répondre à cet enjeu d'avenir. Ma source d'inspiration pour rejoindre le Croissant Rouge est venue de mon père, que j'ai souvent entendu parler du cyclone dévastateur de Bola en 1970, le plus meurtrier jamais recensé dans le monde. Ce cyclone a causé la mort de 500 000 personnes, et notamment celle de nos grands-parents, oncles et tantes, tous emportés par les flots. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Mes parents ont miraculeusement survécu à ce cyclone. Je travaille comme chef d'équipe du CPP, programme de préparation au cyclone. On n'a pas de réfugiés climatiques, mais ça pourrait arriver un jour avec aussi des catastrophes naturelles qui se passent dans le monde. Peut-être, et à ce moment-là, si ces personnes arrivent jusqu'au CPH, on se formera, comme on s'est toujours formé, pour accueillir des personnes avec des profils différents. L'île de Rusinga est un endroit magnifique. Plus de 30 000 personnes y vivent. Mais le climat change et nous sommes confrontés depuis 7 ans à des problèmes de sécheresse. 7 années de sécheresse ont accru la famine. Nous devons nous préparer au mieux et minimiser les risques. Parce que le changement climatique, c'est maintenant. Je m'appelle Henri Dunant. Je suis né en 1828 à Genève, d'une famille aisée de 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. J'ai 2 nationalités, suisse et française. J'ai étudié dans un lycée général à Genève. Je suis entrepreneur et écrivain. Pour développer son entreprise, en 1859, il décide d'aller en Italie dans la ville de Solferino pour rencontrer l'empereur Napoléon en campagne qui se bat contre l'Autriche. En effet, il souhaite lui parler d'un projet professionnel en Algérie. Pendant mon voyage, j'ai traversé un champ de bataille où j'ai vu un peu plus de 40 000 victimes. Devant tous ces morts, j'étais horrifié. J'ai remarqué qu'aucune aide, aucun soin, ni soulagement n'était apporté aux blessés.
Je suis choqué par cette souffrance ignorée. Alors, sans hésiter, j'organise les premiers secours pour sauver des vies françaises, autrichiennes et italiennes. Il part chercher de l'aide dans le village voisin. Il revient avec les femmes du village et décide de déplacer les blessés dans un bâtiment pour les soigner. À mon retour, j'écris en 1862 un livre expliquant que pendant la guerre, il faut venir en aide à toutes les victimes. Par ce livre, il crée alors l'organisation de la Croix-Rouge, avec son signe qui est une croix rouge sur un drapeau blanc, l'inverse du drapeau suisse. Ces agents sont neutres et viennent en aide à tous les blessés sans distinction de camp, religion, sexe. Henri Dunant a obtenu le premier prix Nobel de la paix en 1901. À tous les travailleurs de la grande équipe Croix-Rouge, je dis merci. Je me souviens de ce jour où mon corps n'était plus dans la douleur et la souffrance avec les larmes de mes yeux qui se transformaient en rivière. J'avais traversé la Méditerranée. J'avais besoin de vous et vous étiez là. Je vous suis reconnaissante du fond de mon cœur. Grâce à votre soutien, je suis vivante. Aujourd'hui, je retrouve les miens. Depuis mon enfance, je rêvais d'être scolarisée en France. J'ai été particulièrement touchée par votre humanité.